Alors aujourd'hui, le cours va porter sur l'intuition géométrique et le rôle de l'éducation et de l'expérience visuelle dans ces intuitions. Vous vous rappelez très brièvement, dans les cours précédents, on avait vu que même lorsqu'on voit quelque chose d'aussi simple qu'un zigzag ou qu'un carré, nous les êtres humains, nous le codons selon ses régularités géométriques et en tenant compte d'une notion de longueur de description minimale. C'est-à-dire que nous avons intuitivement, nous recherchons la description la plus courte possible, et les formes qui ont une description courte, comme les carrés, les zigzags, sont plus faciles à retenir, à mémoriser, et sont jugées plus simples. On peut parler d'une sorte de langage de la pensée, et je développerai cette idée dans le prochain cours, avec un langage explicite pour représenter ces formes. Cet effet de régularité géométrique est un universel de l'espèce humaine, en tout cas il le semble bien. On va y revenir aujourd'hui. Il est présent tôt dans l'enfance et il a l'air d'être absent chez les primates non humains. Donc on va regarder aujourd'hui comment il se développe. Est-ce qu'il se développe en l'absence de toute éducation formelle et est-ce qu'il se développe en l'absence même d'expérience visuelle chez les personnes aveugles et aveugles de naissance en particulier. Ça pose des problèmes extrêmement intéressants d'origine des idées abstraites. Alors je voudrais tout de suite rendre hommage aux collègues qui ont permis de faire ce travail. L'une d'entre elles, c'est Elisabeth Spelke de Harvard, qui est une très grande psychologue du développement et une spécialiste des mathématiques et de la géométrie. Véronique Izard, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais elle nous fait très souvent l'honneur, voilà, elle est là, nous fait l'honneur d'être présente à ce cours et qui continue ses travaux ici à l'Université Paris-Descartes, et Pierre Picat qui est ici et qui a permis d'avoir accès à des populations lointaines en Amazonie. Et il y a un quatrième collègue qui est là, vous le voyez, on était à Versailles ici avec Elisabeth Spelke, c'est René Descartes, qui, on peut dire, inspire ses travaux. René Descartes avait déjà émis l'hypothèse, en tant que philosophe et mathématicien, que les principes de la géométrie nous permettent d'acquérir des connaissances spatiales. C'est eux qui nous permettent d'intégrer les sensations que nous recevons du monde extérieur. Il faisait l'hypothèse que ces principes sont cross-modaux, qu'ils ne sont pas attachés spécifiquement à la modalité visuelle, et en particulier un aveugle, et on va en parler dans un instant, avec sa canne, en touchant le monde extérieur, est capable d'obtenir une représentation spatiale du monde extérieur. Et donc, pardonnez-moi pour cette interruption, il y a des gens sur Zoom qui regardent la traduction en allemand. C'est intéressant, grâce à l'intelligence artificielle, on peut écouter le cours. J'espère que la traduction n'est pas trop mauvaise. Voilà. L'idée de René Descartes, c'est que ces principes doivent précéder et structurer l'expérience, une position rationaliste, voilà, qui est vraiment à l'opposé de l'approche aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui est de dire, mettons le minimum de structure possible dans les réseaux de neurones, bombardons-les d'informations, c'est comme ça qu'on apprend. Bon, Descartes avait dit, s'il vous plaît, ne levez pas la main, à moins qu'il y ait un problème. Ah, je crois qu'il y a un problème. Voilà, ça y est, j'ai compris. Pourquoi les gens réagissent. Voilà. Ça y est, c'est mieux quand on met la vidéo. Et quand on met surtout le son. Excusez-moi. Voilà. Pardonnez-moi, je crois que maintenant, ça doit fonctionner sur Zoom également. Donc, on va en quelque sorte aujourd'hui explorer empiriquement certaines de ces idées de René Descartes grâce à ses collègues et voir comment ça se passe à la fois en l'absence d'éducation formelle à la géométrie et en l'absence de vision depuis la naissance. Alors, les Indiens Munduruku, explorés par Pierre Picat pendant de très nombreuses années, nous ont permis d'étudier les connaissances mathématiques, arithmétiques et géométriques dans de nombreuses expériences. Vous voyez quelques publications ici. C'est intéressant parce que d'abord, ils n'ont pas un vocabulaire riche pour les mathématiques, ils n'ont pas tout à fait rien. Vous voyez qu'ici, ils ont quelques noms de nombres qui s'arrêtent à environ 5. Ensuite, il y a des combinaisons. Donc, vous voyez un mot pour 1, 2, 3, 4. On a pu montrer que c'était des mots approximatifs. Ils n'ont pas l'air de les utiliser pour compter, pour réciter 1, 2, 3, 4, 5 comme on pourrait le faire nous, mais plutôt pour étiqueter des quantités. Et dans toute une série de travaux, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, on avait pu montrer qu'en dépit de ce langage restreint, ils ont des intuitions des nombres. Ils ont des intuitions des grands nombres. Ils savent par exemple que si on ajoute deux quantités dans une boîte, ils peuvent savoir que si oui ou non la somme est plus grande qu'une autre quantité. Ils ont une psychophysique approximative des nombres. Et donc cette idée de
nombre approximatif n'a pas besoin d'un langage pour en parler, ni d'une éducation formelle. Le concept d'addition, le concept de comparaison, le concept de nombre approximatif sont déjà présents. Par contre, on avait pu montrer que lorsqu'il s'agit de faire des soustractions exactes ou des additions exactes, par exemple, on voit 5 points et ensuite il y en a 4 qui ressortent, c'était très difficile pour eux de savoir qu'il y avait exactement 1 qui reste dans la boîte. Donc le nombre exact, qui demande la capacité sans doute de compter, ou en tout cas d'intégrer des représentations exactes des nombres dans un langage de la pensée, avait l'air de dépendre de l'expérience qui ici leur manquait en éducation, et peut-être des mots particuliers qui sont utilisés. On ne va pas parler aujourd'hui de l'arithmétique, mais spécifiquement de la géométrie, puisque c'est le sujet du cours. Et là encore, on avait pu proposer à Pierre Picat toute une série de tests qu'il emmenait sur son ordinateur, et il allait donc tester des adultes et des enfants aussi, Munduruku. Et donc voici le test que je vous ai souvent présenté. En fait, c'est à ce moment-là qu'on a inventé ce test de l'intrus. Hein. Vous avez 6 formes ici, et il faut choisir celle qui est différente des autres. L'idée, c'est que ça vous oblige, en un essai, c'est important, c'est une seule diapositive sur ce concept, ça vous oblige à abstraire le concept de parallèle et à comprendre qu'il y a une ligne qui est une paire de lignes plutôt qui n'est pas parallèle. Ici, je ne sais pas si vous voyez l'intrus, je pense que oui, ça prend quelques secondes, hein. Il faut quand même explorer de façon séquentielle, mais on se rend compte qu'il y a la notion de centre du cercle ou d'équidistance du point par rapport au bord du cercle qui est en jeu. Ici, cherchez l'intrus. Voilà, je pense que vous l'avez trouvé, il y a un angle qui n'est pas droit. Dans tous les autres triangles ont des angles droits. On essaye de faire varier les autres propriétés pour que ce soit la seule propriété qui soit en jeu ici. Dernier essai, c'est un peu plus dur ici. Je vous laisse chercher. Mais voilà, il y a une notion de symétrie par rapport à un axe qu'on a d'ailleurs indiqué. Hein. On a essayé de rendre les choses pas trop difficiles, mais c'est quand même un essai plus difficile que les autres. Il y a une paire qui n'a pas la même symétrie que les autres. Alors, nous avions trouvé dans ce test que pratiquement tous les concepts qui étaient testés en un seul essai ou parfois 2 essais étaient reconnus par les Indiens Munduruku, adultes ou enfants, même en l'absence d'éducation et même chez les monolingues. Voilà. Donc ici, vous avez pour chaque diapositive, vous avez le taux de réussite et le temps qu'il leur a fallu pour trouver l'intrus. Donc on a essayé de classer, ça vaut ce que ça vaut, mais les concepts en différentes catégories, topologie, géométrie euclidienne, par exemple, est-ce que c'est une ligne droite ou une courbe? Est-ce qu'il y a un alignement d'un point avec une ligne? Est-ce que les droites sont parallèles, séquentes? Est-ce qu'elles font un angle droit? Différents types de formes géométriques qui sont capables de reconnaître un rectangle parmi des carrés, ou un triangle isocèle parmi des triangles équilatéraux, etc. etc. L'idée, c'est que vraiment, ces personnes sont capables, comme vous et moi, en un clin d'œil, de reconnaître quelle est la propriété géométrique qui lie les formes entre elles, et de trouver qu'il y en a une qui n'a pas les mêmes propriétés géométriques. Et vous voyez qu'on a essayé d'inclure vraiment une très grande variété de propriétés géométriques, et elles sont pratiquement toutes comprises par ces personnes, à des degrés un petit peu variables, mais vous voyez que le pourcentage ici, le niveau du hasard, ce serait à peu près 16%, c'est-à-dire une chance sur 6. Donc ce test est pas mal parce qu'en quelques essais, on peut voir si les personnes font mieux que le hasard. Et puis bien sûr, en moyennant à travers les sujets, on voit que pratiquement tous ces essais sont réussis au-dessus du hasard. Il y a quand même des exceptions. Vous voyez ici les formes chirales, la vision de ce qu'on appelle le sens des formes. Vous voyez que c'est très difficile ici de reconnaître l'intrus qui est comme un B parmi des D, qui est inversé par rapport au plan dans lequel on présente les images. Et de même, ici, vous voyez que les transformations géométriques, celles que vous avez eues, je crois c'est celle-ci, et que ce n'est pas très bien réussi. Hein, 41%, c'est mieux que le hasard, mais ce n'est pas très bien réussi, et certaines sont vraiment très mal réussies. Donc il y a quelque chose de difficile dans ces transformations géométriques qui peut-être demande un apprentissage supplémentaire, mais ce n'est pas non plus au niveau du hasard pour la plupart d'entre elles. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que les problèmes qui sont difficiles pour des personnes comme vous et moi, dans un milieu occidental, c'était ici des enfants américains ou adultes américains, vous voyez qu'il y a une corrélation avec le niveau de réussite des Munduruku, enfants à gauche ou adultes à droite. Autrement dit, ce sont les mêmes problèmes qui sont difficiles. Simplement, on voit qu'avec l'éducation, donc au départ, pour les enfants ici, on a une corrélation qui est pratiquement sur la diagonale, c'est-à-dire que les performances sont très similaires pour les enfants américains et les enfants Munduruku. Et ensuite, bien sûr, on voit qu'on atteint un taux de réussite plus élevé lorsqu'on a été éduqué. Mais donc, il y a un petit jeu de primitives qui sont en haut à droite ici, qui sont très largement partagées par ces personnes.
Véronique Izard et Elisabeth Spelke ont poursuivi ces études avec de très nombreux enfants américains et montré qu'il y a une courbe de développement. Voilà, dans ce papier de 2009, vous voyez ici le développement de la précision, de la réussite des enfants en fonction de leur âge et jusqu'à l'âge adulte. Et on a déjà des performances qui sont au-dessus du hasard dès les enfants de 3 ans et 4 ans ici, oui, nettement au-dessus du hasard. Bon, ça n'est pas un développement instantané, mais il y a déjà des performances qui sont corrélées également avec celles des adultes. Et donc on a tout cet ensemble de performances ici qui sont relativement bonnes pour des traits qui sont les plus élémentaires comme ligne droite et ligne courbe, topologie, intérieur, extérieur, etc. Et puis plus on avance, plus on trouve une corrélation avec les adultes. Donc c'est toujours les mêmes items qui posent des difficultés, l'orientation des formes droite-gauche, la symétrie, les transformations. Je passe assez vite, mais Elisabeth Spelke, Véronique Izard et Pierre Picat ont continué ces travaux pour essayer de raffiner sur les propriétés élémentaires qui sont en jeu. Parce que on peut rendre sur ces diapositives des propriétés d'angle, de longueur et d'orientation orthogonales les unes aux autres, si vous voulez. Donc ici, vous avez une tentative de purification du concept d'angle. Je pense que vous avez trouvé l'intrus. Ici, l'intrus sur la base de la longueur, et ici, un intrus sur la base de l'orientation de ce fameux sens droite-gauche, chiral. Et vous voyez que ça, c'est beaucoup plus difficile, hein, même pour nous. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé l'intrus. Alors, elle a pu montrer de cette manière-là, Véronique, qu'il y a un développement progressif. Donc, ce n'est pas absolument instantané, il y a une construction mentale de ces capacités, mais dès l'âge de 3-4 ans, vous voyez qu'on a des réussites importantes pour ce qui est de la taille. On voit bien que cette diapositive est relativement facile, et aussi pour l'angle. Et l'angle se développe progressivement. L'angle droit en particulier n'est pas instantané. Je vous renvoie à l'exposé que Véronique avait donné dans mon séminaire l'an dernier. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais donc il y a clairement une construction. Ça n'est pas instantané, mais beaucoup de ces propriétés sont intuitives en l'absence d'éducation formelle, et en particulier en l'absence d'un langage pour parler de ces concepts. Hein. Il n'y a pas forcément besoin d'un mot pour parallèle pour comprendre le concept approximatif, en tout cas de parallèle. Alors ça laisse ouvert beaucoup de questions qu'on a essayé de poursuivre. D'abord, est-ce qu'on peut combiner ces traits entre eux? Est-ce qu'on peut les mettre en correspondance avec l'organisation spatiale de l'environnement, ou bien est-ce que c'est juste une espèce de langage interne? Est-ce que ces intuitions sont authentiquement euclidiennes dès le départ? Ou bien est-ce qu'il peut y avoir des intuitions non euclidiennes également? Et est-ce qu'elles se développeraient chez les aveugles en l'absence de toute expérience visuelle? Alors voilà un peu l'objet du cours. Alors, je vous ai déjà parlé de ce test qu'on a mis en place avec donc, Mathias Sablé-Meyer dans sa thèse dans les dernières années, hein, tout récemment, avec différentes formes géométriques qui sont tous des quadrilatères, mais qui vont depuis des formes régulières, carrés, rectangles, jusqu'à des formes très irrégulières. Et je vous avais montré qu'il y a un effet de géométrie, de régularité géométrique, qui fait que c'est beaucoup plus facile de trouver un intrus parmi des rectangles ou des carrés, et plus les formes sont complexes, plus c'est difficile de trouver un intrus parmi ces formes. Eh bien, on avait vu la semaine dernière qu'on n'a pas des données chez les Munduruku ici, mais on a des données chez les Himba, qui sont relativement isolés également, et qui ne disposent pas, pour la plupart d'entre eux, d'un accès à l'éducation formelle comme chez nous. Et malgré tout, ils ont cet effet de régularité géométrique. Je vous avais montré ces données la semaine dernière. Ce n'est pas parfait, ils ont aussi une influence de la ressemblance visuelle, mais ils ont ce passage à l'abstraction qui permet de reconnaître que les carrés, les rectangles en particulier, sont plus réguliers que les autres, voilà, ou les trapèzes ou les losanges. Nous avions également montré, là je vous renvoie à l'un des premiers cours avec Maria Malric et toujours avec Pierre Picat ici, hein, que les Munduruku étaient également sensibles à la régularité des séquences géométriques. Donc ici, on a des adultes Munduruku qui passent ce test, dont vous vous souvenez peut-être, d'anticipation et de mémoire d'une séquence. Si vous ne vous souvenez pas, je peux vous le rejouer très brièvement. Voilà. On voit une séquence comme celle-ci, et on doit d'abord anticiper ce qui va venir ensuite, et ensuite, dans un deuxième temps, rejouer la séquence telle qu'elle a été jouée. Donc à la fois anticipation et mémoire. Et lorsqu'on regarde les erreurs dans ce test, c'est beaucoup plus facile de réussir ces tests pour des séquences qui sont régulières, comme le zigzag ici. Et régulier, ça veut dire une combinaison de traits comme des symétries, des notions d'angle, des notions de longueur, etc. Tourner autour du cercle, etc. Donc on avait vu, je vous renvoie à ce cours en début d'année, hein, qu'il y a une sorte de langage
des séquences spatiales et que les Munduruku, sans être exactement identiques aux adultes français, ont cette notion de régularité d'un langage des séquences spatiales. Donc là encore, non seulement il y a des traits élémentaires, mais il y a une capacité de combiner ces traits dans une sorte de langage de la pensée, au moins élémentaire, peut-être pas avec le même niveau de profondeur. Donc ici, on a des points qui sont difficiles pour des Munduruku, mais relativement faciles pour des adultes français, parce qu'il y a une profondeur de la représentation combinatoire. Ce sont des dessins qui font 2 croix, donc il y a un niveau 3 de profondeur. Pour dessiner une croix, il faut déjà avoir 2 niveaux de régularité, et ensuite on le reproduit avec une certaine rotation. Donc il n'y a peut-être pas exactement la même profondeur de représentation enchâssée, mais il y a au moins une combinaison élémentaire de traits ici. Deuxième question, est-ce que cette représentation géométrique peut être utilisée pour cartographier le monde extérieur? Il y a une compréhension de la relation entre la géométrie des formes sur une feuille de papier et puis le monde extérieur. Il n'y a pas beaucoup de tests de cette question et j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Mais dès 2006, on avait déjà posé cette question, est-ce que les Munduruku comprennent une carte extraordinairement élémentaire? Vous voyez, la carte, c'est 3 choses sur une feuille de papier, par exemple ici 2 cercles et un carré rouge. Et les participants regardent cette carte et ils réfléchissent un petit peu et puis ils se retournent. Et dans l'environnement, à une échelle spatiale 10 fois plus grande, il y a 2 objets blancs et un objet rouge. Et ils doivent chercher où se trouve un objet caché. Ce sont des boîtes, vous soulevez, il y a un objet caché. Et Pierre Pica avait pu montrer avec nous que les personnes Munduruku étaient capables de faire ce test. Elles sont capables d'utiliser la carte, sur laquelle il y a une petite étoile ici, pour dire où se trouve l'objet caché. Et le taux de réussite était excellent, quelle que soit l'orientation initiale de la carte, donc ils sont capables de faire une sorte de rotation mentale pour aligner la carte avec le monde extérieur, et dans une grande mesure en se servant de la géométrie de ce qui leur est proposé. Vous voyez qu'ici, il y avait 4 sortes d'essais. Des essais avec un triangle rectangle et des essais avec un triangle isocèle, et puis des essais dans lesquels il y a un objet particulier qui est marqué en rouge, et des essais dans lesquels il n'y a pas d'objet particulier. Les 3 items sont identiques. Et donc là, il faut vraiment faire attention uniquement à la géométrie. Et même lorsqu'il faut faire attention uniquement à la géométrie, le taux de réussite est bien meilleur que le hasard. Il y a à nouveau des confusions entre les objets qui pourraient être identiques à une symétrie près. Donc c'est toujours cette notion de chiralité qui est un petit peu difficile, mais à part ça, vous voyez qu'il y a quand même la compréhension d'une correspondance entre la carte et le territoire, si je puis dire. Donc ça montre le caractère abstrait de cette représentation qui est présente chez les Indiens. Ils n'ont pas vu une carte, en principe, ils n'ont jamais vu de carte. Toujours un peu difficile de savoir exactement à quoi ils ont eu accès. Enfin, surtout à l'époque, ils étaient encore plus isolés que maintenant. Ce sont des choses qui sont en train de disparaître, mais l'isolement relatif de ces personnes. Mais malgré tout, on pense qu'ils n'avaient jamais vu de carte et qu'ils étaient capables de comprendre très rapidement ce qu'on attendait d'eux en termes de correspondance entre les formes et l'espace environnant. Et vous remarquerez, c'est toujours la même idée, que lorsque vous naviguez sur un plan comme ça et que vous voyez ces objets, ils ne forment pas un triangle équilatéral. Enfin, la projection sur la rétine n'est pas un triangle équilatéral, c'est uniquement par un acte d'abstraction, mesurant mentalement, intuitivement les distances, que l'on peut se rendre compte de la correspondance avec un triangle équilatéral. Donc il y a vraiment une notion d'abstraction, un peu comme je vous le disais au début du cours, les personnes qui ont fait un cercle de pierre, elles n'ont jamais vu le cercle Cromlech, elles ne l'ont jamais vu d'en haut comme on peut le voir nous maintenant avec un drone, et pourtant elles ont conçu le cercle en question. Alors, question numéro 3, est-ce que cette géométrie est tout de suite euclidienne ? Est-ce qu'il y a un biais pour la géométrie euclidienne? Est-ce que finalement Euclide, c'est très intuitif? Ou bien est-ce qu'on pourrait adopter d'autres géométries et que c'est parce qu'on a une éducation à la géométrie euclidienne dans notre école que l'on devient un bon géomètre euclidien? Alors, la géométrie euclidienne, sans rentrer dans tous les détails, mais ce qui fait qu'une géométrie est euclidienne par rapport à une géométrie non euclidienne, c'est ce qu'on appelle le 5e postulat d'Euclide. Et il y a toute une histoire intéressante des géométries euclidiennes versus non euclidiennes. Dans la géométrie d'Euclide, il y a un certain nombre d'axiomes sur la définition d'un point, d'une ligne, etc. Et puis ensuite, il y a cet axiome qui est assez laid, parce qu'il est long et complexe, et qui dit, voilà, si vous avez un segment de droite et qui coupe deux droites, ici, que vous voyez, et que les angles intérieurs formés par ces deux droites avec le segment de départ, si on fait leur somme, sont plus petits
que deux angles droits, pardon, donc un angle plat si on veut, s'ils sont plus petits que deux angles droits, alors les droites en question vont se croiser. Si on les prolonge vers l'infini, elles vont forcément se croiser du côté de ces angles intérieurs ici. Alors c'est long à expliquer, hein. Je pense que vous le voyez mieux avec le diagramme. Ça veut dire si ces angles ici, si on fait leur somme et que c'est plus petit que deux angles droits, ça va se croiser de ce côté-là. C'est tellement laid qu'on a essayé de simplifier et de trouver aussi des démonstrations de ce fait. Alors, il y a une équivalence qui est particulièrement claire, ça veut dire que cet axiome est équivalent au fait que la somme des angles d'un triangle est une constante, qu'on appelle pi, 180 degrés en degrés. Voilà. Ça veut dire que quel que soit le triangle ABC, si vous faites la somme des trois angles, vous allez tomber toujours sur la même valeur. Et c'est quelque chose de très intuitif. Il y a une entre guillemets, démonstration, si l'on peut dire. Si vous tracez une droite parallèle ici à la droite AB, l'angle qui est ici, vous le retrouvez là, l'angle qui est en B, vous le retrouvez là, et avec le troisième angle, la somme des trois fait un angle plat, fait deux angles droits, etc. On a l'impression que c'est une démonstration, mais en réalité, de façon cachée, j'ai fait appel pour cette démonstration au postulat numéro 5 d'Euclide. Donc ce n'est pas une vraie démonstration, c'est une équivalence. Voilà. Mais c'est intuitif, et pourtant, on n'arrive pas à le démontrer. Et les mathématiciens ont passé des siècles, littéralement, à se pencher sur le cinquième postulat d'Euclide et à essayer de le démontrer, en se disant c'est trop laid, ça devrait être un théorème, ça ne devrait pas être un axiome, ça devrait être un théorème qui se déduit des axiomes précédents. Voilà. Et donc, pour le démontrer, ils ont essayé en particulier de raisonner par l'absurde. Supposons que ce soit faux, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une contradiction ? C'est ça le raisonnement par l'absurde. Et à force de supposer que ce soit faux, ils ont étudié les conséquences d'une espèce de géométrie imaginaire dans laquelle cet axiome numéro 5 serait faux. Et creusant, ils n'ont jamais trouvé de contradiction. Ils ne trouvaient pas de contradiction. Et Gauss, en 1813, commençait à voir que peut-être il n'y avait pas de contradiction, que c'était tout à fait possible d'avoir le contraire de l'axiome numéro 5 d'Euclide et une géométrie qui était toujours cohérente. Et finalement, Riemann, Beltrami, Poincaré, d'autres ont fini par trouver ce qu'on appelle des modèles de ces géométries non euclidiennes qui font que, en fait, c'est parfaitement cohérent. Il n'y a pas de contradiction à nier le cinquième postulat d'Euclide. Alors, ces modèles sont assez simples. Par exemple, il y a le modèle de la géométrie sphérique. Si vous tracez des triangles sur une sphère, vous pouvez tout à fait avoir un triangle dont la somme des trois angles fait plus que deux angles droits. Ici, vous pouvez même avoir un triangle qui a trois angles droits. C'est tout à fait possible d'avoir un triangle avec trois angles droits. J'espère que vous le voyez sur la sphère. Hein. Voilà. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que dans la géométrie sphérique, il faut identifier les points opposés, parce que sinon, les droites se croisent suivant deux points, et ça ne colle pas avec les axiomes précédents. Mais passons sur ces détails. Vous avez là un modèle dans lequel les droites sont sur une sphère, donc les droites sont des cercles, et à ce moment-là, on peut avoir des triangles dont la somme fait plus que deux angles droits. Et on va voir que les parallèles n'existent pas, toutes les droites se coupent. Vous avez un autre modèle qui est sympathique, qui est celui de Poincaré, le disque de Poincaré ici, dans lequel on suppose que ce qu'on appelle droite, il faut faire un effort un peu pour renommer les choses, hein, mais ce qu'on appelle droite au sens d'Euclide, c'est en fait des cercles qui coupent le bord de ce disque à angle droit. D'accord ? Donc tous ces objets-là, en vert, en bleu, sont des droites. Et en fait, ici, on a dessiné tout un tas de droites. Alors, il peut y avoir une vraie droite ici qui passe par le centre, mais toutes les autres ici sont aussi des droites. Eh bien, si vous réfléchissez, ça fait une magnifique géométrie qui respecte tous les axiomes d'Euclide, sauf le cinquième. Voilà. Et en particulier, vous voyez par exemple ici, vous avez deux droites qui ne coupent pas la droite verte, mais donc qui lui sont parallèles. Si vous avez plus qu'une droite, en fait, vous avez une infinité de droites qui sont parallèles, entre guillemets, qui ne coupent pas la droite verte ici. Donc vous avez plus d'une parallèle et vous avez des triangles dont la somme fait moins que deux angles droits. Dont la somme des angles fait moins que deux angles droits. Alors, ça montre qu'il y a plusieurs géométries possibles et donc ça ouvre cette question. Hein, est-ce qu'il serait possible d'avoir des biais dès le départ? Est-ce que les enfants, par exemple, ont des biais pour la géométrie euclidienne? Ou bien est-ce qu'on a des intuitions non euclidiennes dès le départ? Ou bien est-ce qu'on est capable de passer facilement de l'un à l'autre? Et comment on fait pour poser cette question à des Indiens d'Amazonie? Ça, c'est aussi pas très facile. Voilà.
Bon, alors on a trouvé une manière de poser la question à ces personnes. On leur a montré un écran d'ordinateur, on leur a demandé de faire un effort d'imagination, d'imaginer qu'on leur montrait un espace très vaste, toujours cette idée d'une carte d'un territoire. On leur dit c'est un endroit où la Terre est extraordinairement plate, elle est parfaitement plate jusqu'à l'infini, et vous avez des petits villages, évidemment on avait en tête la notion de point, et puis vous avez des chemins qui relient ces villages, et ils vont toujours tout droit. Voilà. Donc on avait en tête la notion de droite d'Euclide. Et ici, on leur montre un cas où il y a un village ici, il y a un chemin qui va jusqu'au village ici, et puis, donc voilà, un beau chemin entre deux villages, et puis il y a des chemins verts qui partent de ces villages. Alors s'il y a des chemins verts, ça veut dire qu'il doit y avoir un autre village quelque part là-haut, hein, et on leur disait, bah, montrez-nous sur l'écran où va aller ce village, et puis dites-nous avec vos mains, comme ça, à quoi va ressembler les chemins qui arrivent à ce village là-haut. Et donc on leur demandait au départ, dans une première expérience, de répondre avec leurs mains, et on mesurait l'angle de leurs mains. Et puis dans un deuxième temps, on leur demandait d'utiliser eux-mêmes le goniomètre, vous voyez ici, pour indiquer quel angle il y aurait pour ces fameux chemins verts. C'est pour ça que cet objet est peint en vert ici. Voilà. Donc ils doivent répondre à quoi ressemble l'angle là-haut. Et évidemment, on va faire la somme des trois angles, et on va regarder si ça fait pi ou pas, si ça fait 180 degrés. Voilà. Et surtout, alors l'intérêt, c'est qu'on pouvait faire exactement la même chose sur une sphère. Donc, dans une autre partie de l'expérience, avec les mêmes personnes, on leur disait maintenant, imaginez que tout ça est un monde parfaitement sphérique, c'est un monde rond, il est tout rond, on leur montrait une balle. Il y a des villages, il y a toujours des villages qui sont tout petits, il y a des chemins qui vont toujours tout droit, exactement les mêmes instructions. Et donc, vous avez un village jaune qui va d'un chemin à un autre, et puis vous avez des chemins verts ici. Dites-nous où est l'autre village et à quoi vont ressembler les chemins là-haut. Est-ce qu'ils ont une intuition de la géométrie non euclidienne? Et alors, une manière d'indiquer ces résultats, c'est d'indiquer quel angle, quelle somme plutôt des trois angles ils vont avoir rapporté. Donc on prend l'angle qu'ils ont rapporté plus les deux d'en bas, et on l'indique sur l'axe des Y en fonction de la somme des angles qui sont prédits par la géométrie non euclidienne. Et vous voyez qu'il y a une bonne corrélation, donc les gens sont tout à fait capables de dire à quoi va ressembler l'angle sur la sphère. Et en particulier, dire qu'il est plus grand qu'un angle droit, qui peut être très grand là-haut, en fonction de la position des points de départ. Et surtout, ça n'est pas les mêmes réponses si on leur pose la question sur le plan. Donc ils adaptent très fortement leurs réponses en fonction du fait qu'on leur a dit ça se passe sur un plan ou ça se passe sur une sphère. Donc ils sont tout à fait capables de cet effort d'imagination qui conduit à des réponses en géométrie plane ou des réponses en géométrie sphérique. Et ceci, on avait vu, quel que soit le mode de réponse avec les mains ou avec le goniomètre. Le goniomètre, c'est un peu plus objectif, hein, c'est plus facile pour nous d'obtenir des réponses objectives. Voilà. Et j'avais été le premier à analyser ces données, à mettre ces données dans R et à voir que pour la partie de gauche, et que ce n'est pas parfaitement constant, mais la moyenne, par hasard, faisait exactement 3,14. Autrement dit, on avait trouvé une manière la plus inefficace possible de calculer les décimales de pi en demandant à des Indiens d'Amazonie de répondre avec un goniomètre. Voilà. Mais le point intéressant, c'est que donc, ils ont quelque part, de façon approximative, implicite, ils ont cette idée que la somme des angles du triangle ici va être constante, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des angles de départ pour calculer l'angle d'en haut, de sorte que la somme soit à peu près constante. Tandis que sur la sphère, ils font quelque chose de différent, ils tiennent compte de la courbure de la sphère pour calculer l'angle d'en haut. Voilà. Alors les données ont été analysées finement par Véronique Izard, publiées dans PNAS en 2011. Vous voyez ici, donc toujours cette idée de représenter les données sur le plan en bleu, les données sur la sphère en rouge, les prédictions sur le plan qui sont donc une constante ici, et les prédictions sur la sphère qui sont la ligne droite ici, en fonction de la somme prédite par la géométrie non euclidienne. On voit que ce n'est pas parfait, mais quand même, les adultes Munduruku comme les enfants Munduruku s'ajustent à la géométrie qui leur est proposée, s'ajustent au plan ou à la sphère. Et on avait trouvé aussi que c'est un domaine dans lequel les adultes américains sont plutôt moins bons que les Munduruku. Et ça, c'est quand même assez amusant. Hein. Donc l'éducation à la géométrie euclidienne a l'air de nous biaiser. Je dis nous parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit différent des adultes américains. Hein. On est biaisé vers la géométrie euclidienne. On a plus de mal à imaginer un monde en 3 dimensions sphériques. C'est quelque chose qu'on va retrouver. C'est que peut-être l'intuition native, c'est une intuition tridimensionnelle. Et que chez les aveugles, on va le voir, c'est que lorsqu'il s'agit d'avoir des intuitions tridimensionnelles, c'est peut-être un peu plus facile pour eux que l'intuition du plan. Voilà. Donc c'est presque l'inverse de ce qu'on avait pensé au départ. Hein. Non seulement il n'y a pas d'intuition euclidienne spécifique, mais il y a une grande flexibilité dans la capacité de s'adapter au monde qui est proposé ici.
Alors, on a aussi posé la question, est-ce qu'il y a vraiment, il peut y avoir des idées abstraites, des idées de type théorème de la géométrie euclidienne, des notions d'infini, d'intersection à l'infini, etc. Alors, on avait essayé de leur poser des questions. C'est pas facile, évidemment, de traduire ces questions, mais ça a été fait avec l'aide de collègues Munduruku, par Pierre Picat. Et donc, la même idée, on leur décrit un monde absolument plat, qui s'étend de tous les côtés, où on leur décrit une sphère, un monde complètement rond. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir leur poser exactement les mêmes questions, tout en leur disant qu'on se rapproche. Voilà. Vous voyez, quand on se rapproche, on a exactement le même dessin dans les deux cas. La seule différence, c'est qu'on leur demande d'imaginer qu'autour, il y a un plan, ou qu'autour, il y a une sphère. On se sert du fait que lorsqu'on zoome localement, la géométrie est localement euclidienne, mais globalement, évidemment, elle peut être sphérique. Et là, on va leur poser des questions. Par exemple, avec un dessin comme celui-ci, on voit très bien qu'il y a deux chemins. Est-ce que les chemins vont se croiser de ce côté-ci? Je crois que votre réponse est oui. Est-ce que les chemins vont se croiser de ce côté-là? Non. Sauf, si on est sur la sphère, bah oui, si on va loin par là, ça va finir par se croiser. Je ne sais pas si vous en avez l'intuition, il faut réfléchir un petit peu. Mais voilà. Donc ça, c'est un exemple de question où la réponse à droite est la même sur le plan, sur la sphère, mais la réponse, est-ce qu'elles vont se croiser du côté gauche, n'est pas la même si on réfléchit sur le plan ou sur la sphère. Alors on avait plein de questions comme ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez tourner la droite du haut? Imaginez que ça tourne autour d'un village ici. Et est-ce que vous pouvez tourner le chemin d'en haut pour qu'il ne croise jamais celui d'en bas? Alors sur le plan, c'est possible, ce qu'on appelle parallèle, c'était notre manière d'introduire les parallèles. Sur la sphère, en principe, ce n'est pas possible. La manière de représenter ces résultats ici, c'est de mettre en rouge le pourcentage de réponses qui sont conformes aux réponses sur le plan. Et donc normalement, il y a des questions où les réponses sont identiques sur le plan et sur la sphère, et puis il y a des questions distinctives. Donc ça, c'est le pattern idéal de réponse. Si on était un parfait mathématicien, on doit changer ces réponses aux questions lorsqu'on passe du plan à la sphère, juste pour ces questions qui sont ici à droite. Vous voyez le pattern de réponse des Indiens Munduruku adultes, enfants et adultes américains. Et c'est pas mal du tout. Même les Indiens Munduruku sont capables d'abord d'avoir de bonnes intuitions sur les parties communes. Donc ce n'est pas des réponses au hasard, ce n'est pas un biais de réponse, c'est des réponses oui ou non adéquates à la géométrie, et surtout de changer certaines de leurs réponses lorsqu'on est sur la sphère par rapport au plan. Donc ils ont vraiment le même genre d'intuition que nous. Ils ont l'intuition de lignes qui vont aller vers l'infini, qui vont se croiser ou pas, l'existence de parallèles dans le plan. Ce sont des intuitions qu'ils possèdent également comme nous. Voilà. Il y a juste une chose qui était fausse, et Véronique Izard a développé ça dans son séminaire au Collège de France l'an dernier, c'est cette question que je viens de vous poser. Est-ce qu'on peut tourner le chemin d'en haut pour le rendre parallèle, c'est-à-dire qu'il ne rencontre jamais la droite d'en bas? Et là, vous voyez que normalement, il faudrait renverser complètement ces réponses. C'est l'une de ces questions où il faudrait renverser complètement ces réponses suivant qu'on est sur une sphère ou sur un plan. Et les adultes américains renversent un petit peu leurs réponses, mais pas totalement. Vous voyez qu'il y a seulement un tiers à peu près des personnes qui renversent leurs réponses, alors qu'il faudrait que ce soit 100% des personnes, donc 0 ici. Et vous voyez que les enfants américains, les adultes et les enfants Munduruku ne renversent pas leurs réponses, ils continuent de répondre comme si on était sur le plan. Alors c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a une intuition qui est fausse là. Et si on regarde de près, vous avez sans doute aussi cette intuition fausse, en tout cas peut-être 2 tiers d'entre vous, si on croit ces statistiques. Quelle est l'intuition? C'est pas facile de comprendre que sur une sphère, ces chemins qui vont tout droit, c'est ce qu'on appelle des géodésiques, ce sont les grands cercles de la sphère. Donc ils vont toujours tout droit, ça ne peut être que l'équateur ou l'équivalent de l'équateur, ce qu'on appelle des grands cercles. Voilà. Et ce cercle-là, qui est marqué en noir ici, et j'emprunte cette diapo à Véronique Izard, vous voyez que si vous étiez ce petit bonhomme sur la sphère, ce chemin n'irait pas tout droit. Vous verrez qu'il tourne. Je ne sais pas si vous en avez cette intuition maintenant. Voilà. Donc il faut arriver à comprendre ce que c'est vraiment qu'un chemin droit sur la sphère, ce que c'est qu'une géodésique. En fait, c'est le concept de géodésique qui est en jeu. Et l'intuition des Indiens Munduruku, et celle que nous avons du mal également à éliminer, c'est que ce cercle-là est parallèle à ce cercle-là. En fait, celui-là, celui qui est en trait épais, n'est pas une géodésique, ce n'est pas un chemin tout droit sur la sphère, ce n'est pas une droite. Voilà. Donc ce sont ces intuitions-là qui sont difficiles de rejeter, en particulier parce qu'on a une intuition en 3 dimensions, et que ici la sphère est coupée par un plan, et ces plans
celui qui correspond au grand cercle et celui qui correspond au plus petit cercle sont effectivement parallèles. Donc il y a une confusion entre le parallélisme en 3D, qui est correct ici, et puis le parallélisme en 2D qui n'est pas correct. Sur la sphère, ceci n'est pas une ligne droite, ceci n'est pas une géodésique. Voilà. Alors Véronique a réalisé des travaux tout à fait remarquables là-dessus, y compris tout récemment un article qui vient de paraître sur l'effet Eureka lorsque on enseigne cette notion de géodésique et que soudain les personnes françaises découvrent « Ah oui, ça y est, je comprends, c'est ce qu'on veut dire par ligne droite ici ». Donc ce n'est pas tellement étonnant hein, que les Indiens d'Amazonie n'aient pas eu ces intuitions, parce qu'on peut montrer que c'est vraiment quelque chose qui demande un apprentissage ici, parce qu'il y a un conflit avec l'intuition en 3 dimensions. Mis à part ces régions donc en vert ici, où les réponses n'étaient pas conformes aux changements euclidiens non euclidiens, on peut conclure que les personnes non éduquées ont des intuitions, y compris des intuitions très abstraites, de ce que c'est que des parallèles, et les adaptent en grande mesure en fonction du monde sur lequel ils se trouvent, sur le plan ou sur la sphère. Alors j'en viens à la deuxième partie de mon exposé. Après vous avoir parlé donc de ce qui se passe en l'absence d'éducation, je voudrais vous parler de ce qui se passe en l'absence de vision. Est-ce qu'on peut développer des idées abstraites de la géométrie, des idées abstraites des formes géométriques en l'absence de vision? Et derrière, il y avait vraiment une grande question, quel est le rôle de la vision dans les mathématiques? Lorsqu'on voit ces diagrammes absolument extraordinaires de Feynman, qui ont joué un rôle majeur dans la capacité de prédire ce qui se passe en mécanique quantique, ou lorsqu'on voit ces pages de Whitehead et Russell des Principia Mathematica, on se dit que l'écriture et les diagrammes jouent un rôle clé en mathématiques. On ne peut pas s'en passer. Mais est-ce que c'est vraiment une connaissance visuelle dont on a besoin pour développer des mathématiques, ou est-ce que c'est une connaissance plus abstraite? Est-ce que c'est un langage de la pensée qui pourrait se développer en l'absence de vision? Alors, il y a des chercheurs qui suggèrent que l'expérience visuelle est absolument essentielle. C'est un peu anecdotique, je dois dire, mais c'est quand même une idée qui traîne dans beaucoup d'écrits. Et par exemple, ceux d'Einstein, Hadamard, le mathématicien Hadamard avait écrit à beaucoup de mathématiciens et de physiciens pour leur demander comment vous faites des mathématiques. C'est un livre très intéressant d'Hadamard que je vous recommande. Hein. Et Einstein avait répondu « Les entités qui me servent d'éléments à ma pensée sont des signes ou des images, plus ou moins claires. » Utilisez le terme d'image, qui peuvent être volontairement reproduites et recombinées. Toujours cette idée d'une espèce de langage visuel. Hein. Et dans son cas, il disait « Mais les éléments sont à la fois visuels et musculaires. » Voilà. Mais il insistait sur le fait qu'il y avait une composante visuelle très forte. Voilà. On retrouve cette idée et une vision un petit peu empiriciste aussi hein, dans certains travaux, par exemple ici Stoyanov et Zorzi, qui entraînent un réseau de neurones et qui montrent que spontanément, lorsqu'on l'entraîne à traiter des images visuelles, on va voir apparaître des neurones qui répondent au nombre d'objets. Donc le nombre d'objets peut être quelque chose qui apparaît, mais il faut une expérience visuelle, il faut qu'un réseau de neurones soit entraîné à reconnaître des milliers ou des millions d'images, et le sens des mathématiques va apparaître d'une sorte d'expérience de la vision. Voilà. On retrouve cette idée dans un certain nombre de livres, et notamment je vous recommande fortement ce livre Mathematica de David Bessis, qui est un mathématicien normalien, et qui discute, c'est quoi l'expérience mathématique? Alors, les idées sont multiples dans ce livre, mais l'une d'entre elles, c'est que je partageais au départ, hein, c'est que devenir un bon mathématicien, c'est apprendre à voir, c'est développer une espèce d'imagerie mentale qui permet vraiment de voir les objets mathématiques, même des objets très abstraits, un espace avec un nombre infini de dimensions, vous finissez par arriver à le voir. Et Bessis a des mots assez jolis pour dire que l'effort du mathématicien, c'est un effort pour développer son imagerie mentale. C'est un immense effort d'imagination. Il dit cette chose amusante, il dit si le crâne était transparent et qu'on pouvait voir les efforts des mathématiciens pour voir les choses, ce serait aussi intéressant que de regarder une compétition d'escalade ou une compétition sportive. Parce que c'est le même genre d'effort pour arriver à dominer son imaginaire. Alors, dans cette hypothèse, la vision joue un rôle important, même si Bessis est un peu ambigu là-dessus et ne dit pas clairement si ce sont des objets strictement visuels ou si c'est une forme d'imagerie visuelle abstraite, avec un langage comme on le discute depuis le début de ce cours. Il y a en fait des contre-exemples massifs venus effectivement du fait qu'il y a des mathématiciens qui sont aveugles. Alors, il y a des cas très classiques comme Leonhard Euler qui est devenu aveugle,
à la fin de sa vie et qui continue à faire des mathématiques de très haut niveau. Quand on est devenu aveugle, peut-être c'est moins particulier, mais vous avez aussi des cas comme celui de Nicholas Sanderson, qui a occupé la chaire de Newton en mathématiques à Cambridge, donc c'est pas rien, hein, et qui était aveugle depuis la première année de sa vie. Donc on peut être un grand mathématicien sur la base d'entrées tout à fait hautes que celle de la vision, simplement en touchant et en explorant le monde extérieur. Et question, est-ce qu'ils ont des mathématiques complètement différentes? Est-ce qu'ils développent des régions cérébrales différentes? Ou bien est-ce que la mathématique finalement n'est pas visuelle, quelque chose de beaucoup plus abstrait, de beaucoup plus haut niveau? Et on a un exemple de mathématicien contemporain français qui est formidable, c'est Emmanuel Giroux, qui est aveugle et qui nous dit, un peu dans l'esprit du Petit Prince, en géométrie, ce qui est essentiel est invisible pour les yeux, c'est seulement avec l'esprit, on ne voit bien qu'avec l'esprit. C'est joli, hein, non, mais ça veut dire, voilà, c'est plutôt une capacité mentale et on peut très bien ne pas avoir de vision et développer cette capacité. Alors, qui a raison? Il y a une troisième idée, je passe rapidement parce que j'en ai déjà parlé, mais qui est que les mathématiques sont un langage et que ce langage va au-delà d'une modalité particulière, visuelle ou pas. Voilà. C'était déjà l'idée de Galilée, hein, le livre de l'univers est écrit dans la langue mathématique, et les symboles de ce langage sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est impossible d'en comprendre un seul mot. Donc c'est un langage, mais un langage qui fait appel à des formes. Voilà. Noam Chomsky est allé très loin en disant que l'origine de la capacité mathématique vient d'une abstraction des opérations linguistiques. Donc ce serait vraiment le langage en tant qu'outil de communication, langage naturel, qui par une forme d'abstraction conduirait au langage des mathématiques. C'est pas du tout compatible avec cette idée d'Albert Einstein qu'on a vue à un instant, qui est qu'il y a effectivement un langage, mais ce n'est pas un langage fait des mots du langage naturel. Les entités en question ne sont pas des mots, on ne combine pas des mots. Alors moi je m'inscris plutôt dans mes travaux dans cette dernière hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes abstraits mais non verbaux de l'espace, du temps, du nombre, qu'on partage avec des espèces animales, et dans l'espèce humaine, on leur associe des symboles et on est capable de les manipuler comme une sorte de langage de la pensée, mais ce n'est pas la même chose que le langage naturel qui nous sert à communiquer entre nous, et on peut très bien ne pas avoir de mots, comme on l'a vu pour les Indiens Munduruku, et néanmoins avoir ce langage des mathématiques. Donc vous voyez l'importance de la place de cette recherche chez l'aveugle dans la réflexion sur ce que sont réellement les mathématiques. Si les mathématiques étaient très étroitement dépendantes de la modalité visuelle, on pourrait imaginer qu'il y ait des mathématiques différentes créées par les personnes aveugles, qu'elles explorent tout à fait autre chose, mais qu'elles n'aient pas les mêmes notions de géométrie que nous. Et puis on pourrait imaginer qu'au niveau cérébral, ce soit des circuits très différents qui se développent peut-être en liaison avec la modalité tactile, etc. Alors pour le savoir, on a développé des paradigmes au laboratoire, et là encore je vous en ai déjà parlé par le passé, pour essayer de voir, cartographier les circuits des mathématiques. Et un paradigme très simple a été développé par Maria Malric dans sa thèse, qui consiste à faire écouter une phrase de mathématiques, à donner au sujet une petite période de réflexion, ça peut être très court, mais là c'était 4 secondes dans l'étude initiale, et mesurer l'activité cérébrale en IRM pendant cette phrase et cette période de réflexion, et forcer les sujets à réfléchir à des objets mathématiques. Alors au départ on avait des phrases assez complexes, je vais vous en donner l'une d'entre elles, c'était vraiment pour scanner des mathématiciens, donc on avait recruté des mathématiciens professionnels ici. Toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Alors vous devez dire si c'est vrai ou faux. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Vous avez 4 secondes. Bon, il faut être mathématicien pour avoir une idée de ce dont on parle ici. Je vous donne une deuxième phrase. La première était vraie. Hein. Il existe une fonction continue de la sphère unité vers elle-même et sans point fixe. Vrai ou faux? Faux. C'est faux parce que c'est un théorème classique. On ne peut pas peigner une sphère sans qu'il y ait des points singuliers, en fait. Vous essayez de lisser les cheveux, par exemple, je suis mal placé pour en parler, mais sur une sphère, eh bien, il y aura toujours des points singuliers, des épis. Dernier théorème ou dernière chose à juger. La projection stéréographique admet pour caractéristique de l'air racine de 2. Alors, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle, il y en a sûrement, je pense.
ça devrait vous faire sauter au plafond, parce que ça veut rigoureusement rien dire. Voilà. C'est du jargon. Vous savez, voilà. Donc si vous n'êtes pas mathématicien, ça sonne mathématique, mais évidemment, vous n'y comprenez rien. Donc l'idée, c'était de faire la différence entre des choses qui ont du sens et des choses qui n'ont pas de sens. En dessous, il y a des phrases qui sont non mathématiques, je ne vais pas vous tous vous les faire entendre, mais l'idée, c'était de cartographier les réseaux mathématiques et non mathématiques. Et on a fait une découverte qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a tout un réseau d'air cérébral qui s'allume systématiquement lorsqu'on a des phrases mathématiques chez les mathématiciens et pas lorsqu'il y a des phrases non mathématiques de complexité similaire qui demandent également de faire appel à sa mémoire sémantique, etc., mais qui ne portent pas sur des objets mathématiques. Donc ici, vous avez les phrases qui parlaient d'analyse, d'algèbre, de topologie, de géométrie, par rapport à des phrases qui ne parlent pas de mathématiques. Et vous voyez que tout ce réseau bilatéral, avec notamment les régions pariétales ici, le cortex frontal, moyen, dorsal, et puis aussi des régions temporales, latérales, ventrales, bilatérales, s'activent systématiquement pour les phrases mathématiques. Vous avez la phrase ici, et à la fin de la phrase, on voit s'allumer ce réseau pendant toute la période de réflexion, et même au-delà ici. Donc on voit les gens réfléchir, et ils allument un réseau pour les maths. Ce réseau ne s'allume que lorsque vous comprenez les phrases en question. Donc ici, vous avez les mathématiciens versus des professeurs d'autres disciplines, mais qui ne comprenaient pas les phrases mathématiques qu'on avait choisies. Et vous voyez que ça crée une interaction. Le réseau en bleu, ici, est activé plus par les maths que par les non-maths, uniquement chez les mathématiciens par rapport au contrôle. Voilà. Donc c'est un réseau qui demande une éducation au vocabulaire particulier qu'on utilise dans ces phrases. Voilà. Et c'est une double dissociation. Le réseau en vert, ici, s'allume plus pour les phrases non mathématiques que pour les phrases mathématiques. Donc il y a des réseaux sémantiques dans le cerveau qui sont assez classiques, qui étaient déjà connus, hein, dans le gyrus angulaire ou la jonction temporo-pariétale ici, dans le pôle temporal et la région antérieure du lobe temporal, dans le cortex frontal médian. Ce sont des régions qui sont impliquées dans le traitement du sens des phrases. Mais ce qui est particulier dans cette étude, c'est de montrer que lorsque les phrases sont mathématiques, il y a tout un réseau différent qui s'allume et il y a vraiment une double dissociation qui est très forte. En fait, ce réseau était déjà connu, il n'est pas unique aux mathématiciens, c'est le même réseau, à grande échelle en tout cas, hein, qu'on observe lorsque vous et moi, ou des personnes non mathématiciennes, on réfléchit simplement au calcul ou aux formes géométriques, à des choses très simples. Ici, ce sont les régions donc, du calcul mental, et que lorsqu'on voit des nombres, on active déjà ces régions ventrales du cortex temporal des deux côtés. Hein. Et pareil, les régions pariétales s'allument massivement lorsqu'on traite des nombres. Donc ce qui est particulier aux mathématiciens, c'est d'arriver à activer ces régions par des concepts mathématiques de beaucoup plus haut niveau, comme ces phrases que je vous ai données tout à l'heure. C'est un réseau donc, que nous avons tous, mais qui a l'air de se développer lorsqu'on fait des mathématiques de plus haut niveau. Et vis-à-vis de cette question de l'imageabilité, de la question des images mentales, nous avions fait ce travail avec l'hypothèse, au départ, que plus on est mathématicien, plus on va activer ces aires visuelles. Notre idée, c'était, moi j'avais vraiment l'idée que ça allait être au niveau du pôle occipital. Hein. Plus on est mathématicien, plus on voit les objets en question, plus on recrute ces aires visuelles pour les voir de façon la plus concrète possible. Et à la fin, moi je pensais qu'on allait voir le pôle occipital s'activer pour les mathématiques. Bon, vous voyez que ce n'est pas le cas du tout. Ces régions sont silencieuses lorsque les mathématiciens font des mathématiques. Et la seule chose qui va un tout petit peu dans ce sens qu'on a trouvé, c'est qu'il y a un tout petit peu plus d'activité postérieure, un petit peu en arrière des régions pariétales ici, dans le sillon intrapariétal vers les régions occipitales, et aussi un tout petit peu en arrière ici des régions temporales ventrales, lorsque les faits mathématiques font appel à des images mentales. Voilà. On avait demandé aux personnes, après chaque phrase, à la fin de la manip, on leur demandait de dire, pour cette phrase, est-ce que vous avez évoqué des images? Est-ce que vous avez vu des choses dans votre tête? Et cette région ici a l'air d'être liée à l'imagerie mentale. Mais vous voyez que ça n'est pas du tout les aires visuelles précoces, pas du tout. Pas du tout. Et de ce point de vue-là, notre hypothèse était vraiment fausse. Il n'y a pas, c'est pas parce qu'on est un grand mathématicien qu'on va plus faire appel aux régions occipitales lorsqu'on traite des faits mathématiques. Il y a juste un tout petit peu d'activité dans des régions qui sont peut-être visuelles, mais de très très haut niveau à ce moment-là. Alors, juste pour vous dire que cette dissociation entre maths et non-maths, le réseau bleu plus pour les maths et le réseau vert plus pour les non-maths, elle est très réplicable. Et le réseau bleu, on l'a retrouvé systématiquement, surtout les régions pariétales et temporales ventrales. Le cortex frontal peut disparaître un petit peu, vous voyez ici, lorsque les faits sont plus simples.
Mais même avec des faits extrêmement simples, des toutes petites phrases, vous trouvez toujours ce réseau mathématique ici, répondant aux mathématiques, lorsque vous présentez un contraste entre des phrases mathématiques et des phrases non mathématiques. On a exploré pas mal de choses avec Marie Amalric. Ici, par exemple, vous avez des identités remarquables. Là encore, hein, moi j'avais la mauvaise idée, je pensais qu'une identité remarquable, c'est une sorte de séquence de mots. A2 moins B2 égale A moins B, facteur de A plus B. C'est des choses qu'on peut réciter en tant que mathématicien. Mais lorsque vous jugez de la valeur de vérité, eh bien en fait, vous n'activez pas les aires du langage, vous les déactivez plutôt, et vous les activez transitoirement par la phrase elle-même, mais ensuite, il y a un différentiel d'activité toujours en faveur de ces régions en bleu ici. Ici, on a simplifié extraordinairement les choses, on présente une phrase juste affirmative, comme ça, la fonction sinus est périodique, vrai ou faux. Des choses, vous répondez en 500 millisecondes hein, lorsque vous avez appris ces objets. Une parabole est une fonction paire, tac, des choses comme ça. C'est des choses encore plus simples que ça. Eh bien, vous voyez qu'on continue d'activer ce réseau. Donc, c'est vraiment, on a l'impression que ces régions ont le cœur des intuitions mathématiques, même les plus simples. Et là, on avait comparé avec des phrases tout aussi simples, mais non mathématiques, comme les taxis à Londres sont rouges. Okay. Faux. Bon. Alors, on continue d'explorer, je voulais juste vous montrer où on en est actuellement. Ce sont des explorations qui sont encore en cours et l'intérêt, évidemment, c'est qu'on va pouvoir faire ces tests chez les aveugles, donc c'est en train de commencer à Neurospin ici, mais ce sont des résultats encore non publiés, obtenus avec Antonio Moreno et toute l'équipe à Neurospin, dans lesquels on présente toute une hiérarchie de stimuli qui vont depuis des listes de mots, des phrases sans signification, et puis des phrases non mathématiques mais qui portent sur différents domaines de connaissances, factuelles, contextuelles, par exemple à Londres, des phrases géographiques comme ça, et puis des phrases de connaissances sociales pour Galilée, et puis 3 types de phrases mathématiques. Et je passe un petit peu vite, mais on a systématiquement retrouvé qu'il y a une énorme différence entre phrases mathématiques et non mathématiques. En réalité, c'est la première dimension de variation entre ces phrases. Est-ce qu'elles portent sur des maths ou est-ce qu'elles ne portent pas sur des maths? Il y a vraiment 2 réseaux très différents. Et vous retrouvez ici en rouge ce réseau qui répond aux mathématiques. Vous voyez toutes les réponses ici aux phrases mathématiques. Que la modalité soit auditive ou visuelle, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le contenu abstrait de ces phrases. Voilà, avec toujours un peu plus de réponses, et particulièrement ici dans la région temporale ventrale, lorsque on parle de géométrie. Donc on réplique cette idée que la géométrie fait appel un peu plus à ces régions-là, mais ce n'est pas unique, hein, il y a quand même beaucoup d'activités pour toutes les mathématiques dans ces régions. Alors, est-ce qu'on trouverait la même chose chez les mathématiciens aveugles? On a commencé à faire des expériences avec Marie Amalric et on les continue en ce moment même. Donc je vais juste vous montrer les résultats qu'on a déjà publiés en 2018 avec 3 mathématiciens professionnels qu'on a pu faire venir dans l'aimant à 3 Tesla de Neurospin. Et donc il y a 3 personnes ici. C'est très difficile évidemment de trouver uniquement des personnes qui sont aveugles de naissance. Hein. Donc ici, vous avez les caractéristiques. Le premier sujet est devenu aveugle entre l'âge de 3 et 10 ans et il enseigne la théorie des nombres et la géométrie. Hein. Ce n'est pas du tout rare pour des mathématiciens aveugles de traiter la géométrie. Hein. Ce n'est pas du tout un sujet qui leur est interdit, loin de là, au contraire. Voilà. Le sujet B ici est devenu aveugle à l'âge de 11 ans. C'est un très grand mathématicien qui a démontré un théorème majeur, qui est admiré par ses collègues pour sa capacité de traiter de la géométrie de contact. Et puis le 3e sujet qui est anophtalmique, donc aveugle de naissance, et qui est un ingénieur de recherche dans un laboratoire d'informatique. Alors, les données ne sont pas aussi belles qu'on l'aurait souhaité. Vous voyez ici l'analyse de groupe du groupe de personnes non aveugles et du groupe de personnes aveugles. Vous voyez qu'on retrouve dans la première expérience, avec exactement les phrases de Marie Amalric, de l'activité dans le cortex pariétal, c'est maths versus non maths, hein, pour ces personnes aveugles également au niveau ventral. On a une deuxième expérience où les phrases sont plus simples et donc plus adéquates quand même à ces personnes qui ne sont pas toutes des grands mathématiciens. Il y en a un qui est vraiment un grand mathématicien. Hein. Et vous voyez qu'on retrouve à nouveau de l'activation bilatérale dans le cortex pariétal, cette activation ventrale, plutôt à gauche ici, n'a pas atteint le seuil de significativité, mais il n'y a que 3 sujets donc dans l'hémisphère droit. Grosso modo, les activations sont très similaires à celles des sujets qui voient. On peut être un mathématicien aveugle, ça ne bouleverse pas les activations cérébrales pour les mathématiques. Il n'y a pas un réseau complètement différent chez les personnes aveugles. Mais il y a une exception, et elle est intéressante parce que c'est presque exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Hein. Les aveugles
utilisent plus leur cortex occipital, donc des aires qui devraient être consacrées à la vision, lorsqu'ils font des mathématiques. Et en fait, c'est quelque chose qui m'avait été soufflé par Cédric Villani. J'avais parlé avec Cédric Villani, qu'on n'a pas pu scanner, mais il m'avait dit « Oh, ça va marcher ton histoire, mais en fait, les mathématiciens aveugles, il parlait d'Emmanuel Giroux, enfin, il plaisantait un peu, évidemment, il disait ouais, finalement, il n'a pas tant de mérite que ça, parce qu'il a plus de cortex à consacrer aux mathématiques. Voilà. Parce qu'il est aveugle. Bon, c'est vrai, le cortex visuel n'est pas utilisé pour la vision chez ces personnes aveugles. Et du coup, ce qu'on a observé, c'est qu'il est recyclé, en quelque sorte, pour les mathématiques. Et donc, il y a une région ici qui répond plus aux maths qu'aux non-maths, mais uniquement chez les aveugles, plus que chez les personnes qui ne sont pas aveugles. Voilà. Alors, les données ne sont pas parfaites. Vous voyez que ce n'est pas exactement la même région dans les deux manips, ici. Ici, c'est avec les phrases mathématiques très abstraites, ici, les phrases mathématiques un peu plus simples. Donc les faits ne sont pas parfaitement établis, mais on a l'impression, si vous voulez, que le réseau mathématique, d'abord, peut se développer indépendamment de l'expérience visuelle, que les mathématiciens aveugles utilisent largement les mêmes régions et atteignent les mêmes concepts que les mathématiciens qui voient, et que ces activations ne sont pas dans les aires du langage. Je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais ce ne sont pas les aires du langage traditionnelles qui s'activent, c'est un autre réseau, un langage plus abstrait, on a déjà parlé au début de ce cours, et que le cortex occipital ne contribue pas aux mathématiques chez les personnes qui voient, mais est recyclé pour les mathématiques et pour d'autres fonctions de haut niveau chez les aveugles. Donc, presque exactement l'inverse de ce qu'on avait en tête au départ. Il y a une sorte de vision aveugle, de réutilisation de ce cortex. Alors cette idée que le cortex occipital est recyclé chez les aveugles fait l'objet de pas mal de recherches depuis un bout de temps. Juste vous en parler brièvement. Tous les travaux de Amir Hamedi depuis 25 ans avec Udi Zohari ont conduit à montrer qu'il y avait une utilisation du cortex occipital pour le langage chez les personnes aveugles. Donc on peut faire écouter des phrases à des personnes qui sont aveugles précocement ici, pas tout à fait congénitales mais précoces, et des sujets comme vous et moi, qui ont une vision, et vous voyez qu'on a une activité qui est similaire dans les aires du langage, mais en plus, il y a cette activation de la voie ventrale, ici occipito-temporale, pour le traitement du langage parlé chez les aveugles par rapport au groupe contrôle. Et Amir Hamedi a fait toute une série de travaux pour montrer que ce n'est pas juste un accident d'activation, que cette région est activée particulièrement dans des tâches de haut niveau du traitement du langage, donc mémoire de travail, mémoire verbale, et qu'elle corrèle, son activation corrèle avec la performance, donc il y a un lien de corrélation, et surtout dans une expérience plus récente qui est ici en 2004, que si on stimule et qu'on interfère avec l'activité de ces aires occipitales, eh bien on interfère avec une tâche de génération de verbes, donc avec une tâche verbale, uniquement chez les aveugles et pas chez les personnes qui voient. Donc ça, vraiment, il y a un lien causal entre cette activation et le traitement du langage. Cette région est devenue une aire de langage chez les personnes aveugles. Et ça a été confirmé par des travaux notamment de Marina Bedny, qui réalise un travail remarquable sur les aveugles. Et là, il y a un article de PNAS, si je me souviens bien, non, de Journal of Neuroscience, pardon, qui montre que donc, si on fait écouter du langage à des personnes aveugles ou pas aveugles, vous voyez ici, les réseaux du langage sont extrêmement similaires. On voit le sillon temporal supérieur, la région de Broca, cette région dorsale du langage qu'on retrouve maintenant systématiquement, la région mésiale ici, précuneus, mais vous avez toute cette activation supplémentaire ici, chez les aveugles. Et donc, quand vous faites la différence aveugle versus non-aveugle, vous avez une activation supplémentaire dans l'hémisphère gauche, dans la région occipito-temporale gauche ici. Et cette activation n'est pas seulement supplémentaire, mais elle dépend des stimuli, et elle ressemble beaucoup à l'activation de l'aire de Broca. C'est tout à fait étonnant, hein. Par exemple, ici, vous avez un mouvement syntaxique, donc une complexité de la syntaxe de la phrase un peu plus grande ou un petit peu moins grande, et puis vous avez des présentations de pseudomots, et vous voyez que ça fait une différence dans l'activation dans ces aires visuelles ici, jusque dans l'aire visuelle primaire, ce qui devrait être l'aire visuelle primaire, mais qui n'est pas visuelle, évidemment, chez ces personnes aveugles. Donc ça veut dire qu'il y a un recyclage et qu'une région qui devrait être très précoce, visuelle, V1, devient une région de très haut niveau qui traite du langage. Donc c'est très étonnant, hein, cette capacité de réutiliser par plasticité cérébrale ces aires visuelles. Alors vous me dites, c'est peut-être il y a une sorte de contradiction. Là, je vous ai montré qu'il y avait une activation par le langage
des phrases non mathématiques, alors qu'auparavant, je vous disais, langage et mathématiques sont dissociés. Et cette contradiction a été tout à fait brillamment résolue par Marien Bedny. En fait, il y a deux régions différentes dans les régions occipitales, et certaines répondent au langage, et d'autres répondent aux mathématiques. C'est un très joli travail avec Lisa Feigenson, qui était avec nous la semaine dernière au séminaire. Vous voyez qu'ici, on fait écouter des petites phrases, et puis des phrases mathématiques. On vous demande de résoudre, de trouver la solution. Donc 7 moins 2 égale x, pas trop dur. 7 moins x égale 2, c'est un peu plus dur. 27 moins 12 égale x, et 27 moins x égale 12. Vous voyez qu'il y a une hiérarchie de faits mathématiques, selon que c'est à un chiffre ou à deux chiffres, que l'algèbre est un petit peu plus complexe. Eh bien, toutes les régions qui sont ici en rouge, donc qui correspondent pas mal à ce qu'on avait trouvé chez nos mathématiciens, donc bilatérales au niveau du pôle occipital, sont plus activées par les mathématiques que par le langage, uniquement chez les personnes aveugles par rapport aux personnes non aveugles, et avec un effet de la complexité mathématique. Donc ces régions se sont intégrées au réseau mathématique. On voit très bien ici les régions pariétales qui sont communes aux personnes qui voient et qui ne voient pas, mais on a en supplément cette désactivation du pôle occipital pour les mathématiques. Et d'autres régions, qui sont ici en bleu, répondent plus au langage qu'aux mathématiques, comme avait été trouvé auparavant. Ici, c'est dans l'hémisphère droit, donc ça, c'était peut-être un petit peu différent. Et tout ceci, ce n'est pas beaucoup d'études, mais il y a vraiment l'air d'avoir une double dissociation ici. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut être aveugle, développer des mathématiques de haut niveau, et en fait avoir le même réseau mathématique plus des aires supplémentaires. Alors, la question de savoir si finalement on a des capacités extrêmement précoces et qui sont indépendantes de l'expérience visuelle n'a pas été explorée évidemment qu'avec l'imagerie, et en fait c'est souvent le comportement qui donne des résultats plus intéressants, et je voudrais juste terminer ce cours là-dessus pour vous dire que cette idée qu'on peut tout à fait développer des capacités de visualisation mathématique, mais sans voir, en fait, en étant aveugle, a été explorée dans plusieurs publications. Je vous ai mentionné plusieurs. D'abord, ici, c'est sympathique de voir, je pense que c'est le premier article de Science d'Elisabeth Spelke, qui en a beaucoup, mais avec ses collègues, et notamment Henri Gleitman, elle avait pu explorer la compétence spatiale d'un enfant qui était aveugle de naissance. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'ils ont réussi à le tester à 2 ans et demi, donc très tôt. Vous voyez, aveugle de naissance, n'a jamais vu de sa vie, et à 2 ans et demi, on va tester ses capacités de navigation dans l'espace. C'est une forme de connaissance de la géométrie, mais concrète dans l'espace. La tâche est assez sympathique. Vous avez une chambre qui contient plusieurs points caractéristiques, la maman, une table, une pile d'oreillers et un sac de jouets, un panier de jouets. D'accord ? Et voilà la géométrie de cette pièce. Et alors on va prendre l'enfant et on va l'emmener depuis le point M jusqu'au point P, depuis le point M jusqu'au point T, et depuis le point M jusqu'au point B. On lui donne des vecteurs, si on peut dire, de navigation spatiale. Voilà. Et puis ensuite, on va regarder si le gamin est capable de suivre des instructions qui lui disent d'aller du point T au point B, voilà. D'aller de la table au panier de jouets. D'accord ? Et vous voyez que les trajectoires sont plutôt bonnes pour la plupart d'entre elles. Et cet article avait conclu, ce n'est pas des données d'une solidité extraordinaire, enfin c'est un cas unique quand même, que cet enfant savait déjà naviguer dans l'espace et avait déjà quelque part une forme de géométrie qui lui permettait de généraliser sur une carte mentale des points qu'on lui avait indiqués uniquement sur la base des trajectoires en pointillés, ici, à la géométrie complète de la carte de l'espace. Bon, ce sont des travaux qui sont aujourd'hui complétés par énormément de recherches sur la compétence pour la navigation dans l'espace. C'est une compétence qui n'est pas du tout spécifique à l'espèce humaine, qui est en fait partagée avec de très nombreuses espèces animales. Et il y a effectivement une connaissance extrêmement rapide de la carte de l'espace. Les travaux des époux Moser, en particulier Edvard et May-Britt Moser, qui ont reçu le prix Nobel pour leurs travaux sur les cellules de grille qui cartographient l'espace, suggèrent que ces cellules de grille apparaissent extrêmement précocement et qu'en fait, il y a peut-être un caractère inné de la structure en tore dont je vous avais parlé l'an dernier, qui, en quelque sorte, s'applique à l'espace extérieur. Donc on retrouve une perspective exactement à l'opposé de l'empirisme, dans lesquelles il y a des structures dans le cerveau qu'on applique au monde extérieur et qui permettent tout de suite de comprendre la géométrie de l'espace. C'est vraiment l'hypothèse de Descartes ici.
Donc pour la navigation spatiale, je crois que les choses commencent à être vraiment très bien établies. Nous avons une capacité de carte mentale et de navigation dans l'espace qui se développe, sinon immédiatement, du moins en quelques jours de vie. Avant même qu'on puisse naviguer, on a déjà une structure qui permet de comprendre le plan de l'espace. Alors ensuite, il y a la question des primitives de la géométrie. Et là, comme je vous le disais, on a un pas mauvais test, qui est ce test de l'intrus. Eh bien, on s'est dit, avec Véronique Izard et avec Amir Hamedi, on s'est dit on devrait pouvoir faire exactement le même test qu'on a fait chez les Indiens Munduruku, le faire chez les personnes aveugles de naissance. Et grâce à Amir Hamedi, on a pu tester 11 personnes aveugles de naissance sur cette tâche de géométrie, mais cette fois-ci avec le toucher. Alors évidemment, il faut comparer avec des sujets qui ne sont pas aveugles, mais à qui on met un bandeau pour pouvoir les tester dans des conditions comparables uniquement sur la base de toucher. Donc on a créé des stimuli en relief ici, et on leur demande d'explorer les formes et de trouver l'intrus. Et ça nous permet de tester les intuitions de toutes ces différentes formes de traits géométriques finalement, le parallélisme, l'angle droit, etc. Alors à nouveau, vous avez les performances des sujets en rouge pour les sujets aveugles congénitaux par rapport aux sujets contrôle qui portent un bandeau. Et vous voyez que ce n'est pas si mauvais du tout. Là encore, on trouve des performances bien meilleures que le hasard chez des personnes qui sont aveugles, qui ont les mêmes intuitions que nous en un essai sur quels sont les intrus géométriques ici. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les performances sont corrélées étroitement entre tous les sujets qui sont testés, qu'ils soient aveugles ou qu'ils ne soient pas aveugles. On retrouve cette corrélation assez forte qui suggère que ce sont les mêmes traits de symétrie, d'orientation, ce qu'on appelle le sens, c'est-à-dire l'orientation droite-gauche, la distinction entre des figures chirales, qui sont difficiles pour les mêmes personnes. Et donc, vous retrouvez en particulier ici pour les transformations géométriques le même genre de difficultés qu'on a observé auparavant, y compris chez les Munduruku. Mais ça veut dire qu'on peut tout à fait être aveugle de naissance et avoir immédiatement, en un essai, les mêmes intuitions des traits qui sont différents ou qui sont pareils. Au même moment que paraissait notre article, paraissait cet autre article très similaire et inspiré par nos travaux, que je cite donc en confirmation. Là encore, on teste des adultes et des enfants qui sont aveugles congénitaux et les performances sont tout à fait comparables à celles de participants qui ne sont pas aveugles mais qui sont testés par le biais du toucher uniquement, donc qui portent un bandeau, mais ces performances sont moins bonnes que si on teste par la vision. Donc là, il y a une idée simple, c'est que la vision n'est pas indispensable. On atteint les mêmes concepts par le toucher, et les concepts sont abstraits, indépendants de la modalité, mais la vision est quand même la modalité la plus efficace. La vision est la modalité la plus parallèle, celle qui nous donne le plus d'informations en même temps, et c'est plus efficace pour accéder au concept en question que le sens du toucher, qui est beaucoup plus sériel. Mais si on fait abstraction de cette efficacité de l'entrée de l'information, les concepts abstraits sont les mêmes qu'on y ait accès par le toucher ou par la vision. Alors il y a d'autres travaux encore, je n'ai pas fait une revue complètement exhaustive, mais j'ai essayé d'isoler quelques travaux intéressants. Ici, c'est un travail avec Alvaro Pascual León, dans lequel on teste des aveugles congénitaux ou précoces, dans les toutes premières années de la vie, et on teste leur sens de la symétrie, et la symétrie par rapport à un axe vertical, comme ici, ou par rapport à un axe horizontal. Alors le test vaut ce qu'il vaut, c'est de la neuropsychologie, on leur demande d'explorer par le toucher une matrice dans laquelle, donc c'est une matrice 5 par 5 ici, et il y a 7 blocs qui sont placés à des endroits particuliers de la matrice. Et on explore, et ensuite, sur une matrice vierge, on doit pointer vers où étaient les cubes en question. D'accord ? Donc, les stimuli peuvent être organisés avec une symétrie verticale, horizontale ou pas de symétrie. Et l'idée, c'est est-ce qu'il va y avoir une amélioration des performances parce que les stimuli sont symétriques. Si vous percevez la symétrie, c'est plus facile à mémoriser. Toujours cette idée qu'il y a une compression de l'information qui est possible si vous percevez les régularités géométriques. Et le résultat est assez sympathique. Non seulement les personnes aveugles ne font pas moins bien, mais en fait font plutôt mieux que les personnes
qui voient depuis le départ. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que les aveugles ont autant d'avantages pour la symétrie verticale que pour la symétrie horizontale. Alors que nous, qui voyons, on est plus avantagés par la symétrie autour d'un axe vertical. Donc l'idée, c'est que la symétrie autour d'un axe vertical est peut-être amplifiée par le fait de voir le monde naturel dans lequel la gravité joue un rôle particulier. Mais les aveugles, eux, auraient peut-être une notion d'abstraction plus élevée, en quelque sorte, en 3 dimensions. Donc il conclut, ceci suggère que la science perceptive de la dimension verticale est fondée sur l'expérience visuelle, qui est une idée intéressante. Autrement dit, on retrouve cette idée que peut-être l'éducation nous aide, mais aussi nous biaise. Elle nous biaise à la symétrie verticale, elle nous biaise à la bidimensionnalité, au caractère euclidien des choses. Je ne peux pas conclure sans citer ce livre, qui est très intéressant si vous vous intéressez à ce sujet, qui s'appelle Blind Vision. Et le titre dit tout, c'est un titre paradoxal évidemment, mais c'est exactement ça. Ce n'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'a pas une vision interne des objets abstraits. Il y a une forme d'imagerie visuospatiale sans voir. Et donc les individus qui sont aveugles congénitaux sont tout à fait capables de générer et de manipuler des images mentales sous une forme analogique sur la base du toucher ou d'informations verbales ou de la mémoire à long terme. Donc très vite, parce que le temps passe, la rotation mentale, qui est une tâche d'imagerie visuelle caractéristique de Roger Shepard, est-ce que vous êtes capable d'imaginer comment va être tourné un objet et voir s'il est identique à un autre? La rotation mentale existe chez les aveugles. Ils ont la même sensibilité à l'angle qui sépare 2 objets, et si l'angle qui sépare 2 objets est grand, ils vont être ralentis, comme nous, par la différence d'angle. Donc la rotation mentale est une opération qui existe indépendamment de l'expérience visuelle. De même pour l'exploration mentale d'une carte, qui est une tâche qui avait été proposée par Koslin. Vous mémorisez une carte, et là, avec les aveugles, on leur demande de toucher une carte dans laquelle il y a des endroits qui sont particulièrement indiqués, comme peut-être une plage. Je me souviens que c'est une carte du Nil, dans le cas de Koslin, et il y a la plage, les palmiers, la montagne, etc. Vous apprenez cette carte, et ensuite, on vous demande d'imaginer que vous vous déplacez d'un point à un autre. Et l'imagination prend plus de temps en fonction de la distance sur la carte. Eh bien, les aveugles ont exactement la même fonction de distance. Donc, ils sont sensibles à une forme d'imagerie de la carte qu'ils ont mémorisée, mais uniquement sur la modalité tactile. Les aveugles ont également, et j'y reviendrai l'an prochain, les aveugles ont également des effets numériques de correspondance entre les nombres et l'espace. Ici, c'est ce qu'on appelle l'effet Snark. L'effet Snark, c'est un effet que j'ai découvert il y a pas mal d'années, qui est le fait qu'on pense au nombre comme un espace. Et les petits nombres sont à gauche et les grands nombres sont à droite. Et donc c'est un espèce d'espace mental automatique, on ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on voit un nombre petit, de penser à la gauche, et lorsqu'on voit un nombre grand, de penser à la droite. Eh bien, les aveugles ont le même effet, ça a été testé par Castronovo, Xavier Serron, et que ce soit dans une tâche de comparaison de nombres ou dans une tâche de jugement de parité, ils sont plus rapides avec la main gauche pour les petits nombres et plus rapides avec la main droite pour les grands nombres, et ils ont même des biais d'attention spatiale. Donc tous, lorsqu'on entend un petit nombre, on fait plus attention à gauche, et lorsqu'on entend un grand nombre, on fait plus attention à droite, et cet effet est présent chez les aveugles aussi. Donc le sens de l'imagerie visuospatiale a l'air d'être très similaire chez les aveugles et chez les personnes qui ne sont pas aveugles. C'est un sens abstrait qui ne dépend pas d'une modalité particulière. Et je termine en évoquant, parce que sur ce sujet on ne peut pas ne pas l'évoquer, le fameux problème de Molineux. C'est-à-dire, Molineux était ce qu'on appelle un philosophe à l'époque, mais en fait un début de scientifique, il était membre de l'Académie des sciences, de la Royal Society plutôt, en Angleterre, et il avait pour ami John Locke, et il avait posé la question au philosophe empiriste, John Locke, qui était un empiriste extrême, et il se trouve que la femme de Molineux était aveugle. Donc il était intrigué par ce sujet, et il dit, suppose que quelqu'un soit né aveugle, et que maintenant il est adulte, et on lui entraîne par le toucher à distinguer un cube d'une sphère, ce qui n'est pas difficile pour lui, voilà. Et à peu près de la même taille, voilà. Et donc il arrive à dire par le toucher lequel est le cube et lequel est la sphère. Alors suppose maintenant qu'on place le cube et la sphère sur une table, il ne peut pas les toucher, mais suppose que
par un événement extraordinaire, l'aveugle puisse voir pour la première fois de sa vie. Est-ce que l'aveugle qui voit pour la première fois de sa vie arriverait à distinguer le globe, la sphère, et le cube? Bon, ce n'est pas une expérience très facile à faire. C'est typique, ces expériences de pensée qui sont intéressantes, hein, mais ça pose exactement la question. Est-ce qu'on a les structures mentales, pour la première fois qu'on voit arriver à appliquer ces structures mentales et à voir la différence entre un cube et une sphère? Alors, l'expérience pourrait paraître impossible, mais elle n'est pas impossible en réalité. Et il y a pas mal de recherches qui sont menées dans le cadre d'un projet de MIT qui s'appelle le projet Prakash, qui regarde ce qui se passe lorsque on redonne la vue à des personnes qui ont une cataracte depuis extrêmement longtemps, essentiellement depuis la naissance. Et il y a d'autres données, comme celle de droite ici. Celle de droite, c'est un article avec un cas unique, mais c'est un des premiers à avoir porté sur cette question, c'est pour ça que je l'ai mis, de Brian Wandel et Jeff Boynton et MacLeod. C'est ici le cas unique d'un enfant qui a eu un accident avec un produit chimique qui a essentiellement lui a fait perdre un œil, et l'autre œil est devenu opaque, avec une faible sensibilité à la lumière, mais finalement pas de capacité de voir les formes du tout. Et à 43 ans, on lui a fait une greffe de cornée et il a pu revoir. Et donc c'était assez bien dans les conditions finalement du problème de Molineux. Hein. Et ce que montrent ces recherches, c'est que une fois qu'on contrôle pour la perte de résolution visuelle, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas forcément la même finesse de résolution visuelle qu'une personne qui verrait depuis toujours. Mais si on contrôle pour ça, donc ici on montrait différentes images et on les rendait floues pour les personnes qui étaient voyantes, qui les contrôlent, eh bien on s'aperçoit que les performances de ces personnes qui récupèrent la vision ne sont pas forcément mauvaises du tout. Et elles sont tout à fait capables de voir par exemple la forme qui est ici en contour, le carré, voilà. Ou elles sont capables de voir laquelle des sphères sort et laquelle des sphères est en creux. Voilà, dans ce genre d'image, etc., etc. Alors, ce qu'il y a un T, ça veut dire que c'est trivial pour les sujets contrôle. Donc, ils ne l'ont même pas testé, parce qu'il n'y a pas besoin de tester, tout le monde a la même réponse. Mais la personne ici qui a récupéré la vision alors qu'elle n'avait plus depuis 40 ans, mais elle a eu quand même 3 ans de vision, a eu des réponses extrêmement bonnes sur beaucoup de ces tests. Il y a des exceptions. Par exemple, elle n'est pas capable ici, et c'est un problème qui est considéré comme trivial, elle n'est pas capable de dire combien il y a d'objets et lequel est devant. D'accord ? Et en fait, on se rend compte que tout ce qui concerne la projection en 2D ou la transparence en 2D a l'air d'être difficile pour ces personnes-là. C'est assez intéressant. Lorsque les formes sont en 2D mais qu'il n'y a pas cette notion de profondeur, ou bien lorsqu'elles sont en 3D, il y a une réussite. Mais lorsqu'il y a une notion de projection qui fait qu'un objet cache un autre, ou qu'un objet doit être inféré sur la base du fait qu'il est devant les autres, comme ici les contours illusoires de la forme de Kanitsa, eh bien il y a un échec. Où il y a plus d'échecs en tout cas chez cette personne et chez d'autres personnes similaires. Donc ça n'est pas parfait, c'est surtout lorsqu'il y a une perception abstraite de la tridimensionnalité que ces personnes réussissent bien. Et donc le problème de Molineux a l'air d'être, contrairement à ce que pensait Locke, hein, il a l'air d'être possible de récupérer la vision et d'avoir immédiatement des effets visuels de haut niveau, des capacités de reconnaissance visuelle. Alors je termine par un dernier article qui est vraiment assez extraordinaire. Je n'aurais pas du tout prédit que c'était comme ça. Hein. Et donc c'est par le groupe de SINA, avec ce projet Prakash, avec ces personnes qui sont opérées de la cataracte et qui récupèrent la vision. Hein. Et il porte sur les illusions visuelles. Voilà. Je pense que vous avez tous cette illusion visuelle ici, que cette barre-là est plus longue que cette barre-là. Ça n'est pas vrai, mais elle a l'air plus longue parce que les indices donnent l'impression de tridimensionnalité. Donc vous avez l'impression que cette barre est plus loin, et si elle est plus loin, c'est qu'elle doit être plus longue dans la réalité. C'est comme ça qu'on interprète cette illusion ici, je crois que, comment on l'appelle, c'est Müller-Lyer, je crois, celle-là, dans lequel vous avez une ligne qui est de longueur identique, mais la présence d'indices de perspective fait que vous pensez que celle-là est plus longue. Voilà. Pourquoi? Parce que si c'était dans la réalité, ces indices de perspective suggéreraient qu'elle est au fond d'une pièce ici, alors que celle-ci serait devant, et donc si elle est plus loin, et qu'elle a la même longueur sur votre rétine, c'est qu'elle doit être plus grande en réalité. Donc on a toujours interprété ces illusions visuelles comme étant une inférence sur la troisième dimension. Mais il y a beaucoup de gens qui interprètent ces illusions visuelles comme étant le résultat de l'expérience. On a eu beaucoup d'expériences avec ce type de situation et on a appris que la longueur des lignes se comporte comme ça dans le monde extérieur, que la longueur d'une ligne sur la rétine n'est pas la même que dans le monde extérieur. Ce serait quelque chose qui serait appris sur la base d'entrées visuelles. Dans le cadre du projet Prakash, ils ont réussi à tester 9 personnes
qui avaient entre 8 et 16 ans, qui avaient toujours eu une cataracte et qui ont été testés moins de 48 heures après avoir récupéré la vision. Une opération, on enlève la cataracte et on rajoute un implant. D'accord? Et ce qui est intéressant aussi, ça n'est fait que dans un œil. Donc, il n'y a pas d'indice binoculaire du tout. Et la personne n'a jamais vu. N'a jamais vu bien, en tout cas. Voilà. Et vous voyez ici, les barres rouges représentent ces personnes qui viennent de récupérer la vision, un peu comme Molineux l'imaginait, et les sujets contrôle. Et dans tous les cas, ils sont biaisés par l'illusion de la même manière. Vous voyez, donc ce n'est pas identique au sujet contrôle, par exemple dans cette situation-ci, mais c'est très proche des sujets contrôle. Ils sont soumis à la même illusion, même si c'est la première fois qu'ils voient ces situations-là. Donc c'est quand même tout à fait extraordinaire, hein. Et les auteurs concluent que cette illusion, ces deux illusions classiques de Müller-Lyer et de Ponzo sont fondées non pas sur les contingences apprises au long terme par le biais de la vision, mais sur des mécanismes de traitement qui ne dépendent pas de l'expérience visuelle. Et je crois que c'est la conclusion de notre matinée. Il y a énormément de connaissances sur la géométrie du monde extérieur qui ne dépend pas de l'expérience visuelle, qui est présente très spontanément, qui ne dépend pas non plus de l'éducation. Donc, conclusion, Descartes mérite sa statue, hein, au moins dans cet aspect-là, parce que pour le dualisme, on pourrait en parler une autre fois, mais les intuitions sur les principes de la géométrie sont présents avant d'aller à l'école, se développent en l'absence d'éducation formelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se développent pas, hein, ils grandissent, mais ils développent sans forcément qu'on ait besoin d'être éduqué formellement. On n'a pas forcément besoin d'un lexique pour les exprimer, et en fait, les régions cérébrales en question sont distinctes des aires du langage, et ils se développent en l'absence d'expérience visuelle. L'IRM fonctionnel confirme effectivement qu'il y a un réseau sensible aux problèmes mathématiques et qui est tout à fait différent des réseaux du langage. Donc il y a un langage mathématique dans le cerveau, encore imparfaitement compris, et ce sera l'objet du dernier cours la semaine prochaine. Quel modèle peut-on proposer pour cette représentation interne des formes géométriques? Est-ce qu'on peut proposer littéralement un langage? Je vous proposerai une sorte de langage de programmation, un petit peu comme Logo, pour décrire les formes géométriques, et on verra quelles sont les alternatives à ce modèle. Merci beaucoup de votre attention.